Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle masterclass. Aujourd'hui, on a un invité qui est assez spécial. Je pense que vous allez vous en rendre compte très rapidement. On a l'honneur de recevoir le commandant Freddy. Bonjour, commandant Freddy. Bonjour. Alors, ma première question, c'est pourquoi est-ce que vous vous cachez? Par souci de discrétion, uniquement. Voilà. D'accord, très bien. Et justement, qui est la personne qui est cachée sous cette cagoule? Le commandant Freddy. Au moins, c'est Non, donc je suis le chef de l'antenne RAID de Strasbourg. Donc voilà, je suis le patron depuis 6 ans, qui était avant le GIPN et qui est passé RAID en 2015, il me semble. D'accord. Et en quoi justement consiste le RAID, si vous pouviez expliquer justement l'objectif du RAID Alors, le RAID a plusieurs objectifs. La mission première, c'est celle de porter l'assistance à tous les groupes d'enquête, que ce soit la police, la gendarmerie, les douanes, et pour les arrestations d'individus dangereux, et au risque de déperdition de preuves. Voilà, ça parce qu'on a des méthodes d'ouverture de porte, vous imaginez bien, qui laisse très peu de temps à l'objectif de se débarrasser, de se mettre en place pour nous faire un poste de tir, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'on appelle l'intervention à domicile. On a les missions prioritaires, c'est-à-dire les forcenés et prises d'otages. Forcenés, c'est quand la personne est toute seule et elle représente un danger pour l'extérieur. Et prise d'otage, c'est quand il retient un ou plusieurs otages qui n'ont pas demandé à rester avec lui. Ça, ce sont les missions prioritaires. Nous avons les missions de protection des personnalités politiques. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur ce niveau-là. Et après, la protection également de certains ambassadeurs en pays dégradés. Ces périodes-là, ça dure 3 mois. Et après, nous avons les missions de formation, justement des groupes d'intervention dans les pays dégradés. Là, ça peut durer entre 2-3 semaines et plusieurs vagues successives pour pouvoir avoir des groupes d'intervention qui soient aptes à travailler comme nous on le fait. Je pense que vous avez une longue carrière quand même. Comment est-ce que vous avez fait justement pour arriver à ce stade-là, pour être commandant? En fait, j'ai passé le concours de la police. Officier de police, c'était pas comme maintenant. Moi, je passais le concours d'inspecteur de la police nationale. D'accord. Donc, c'était en civil. Donc, le concours était beaucoup plus basique que ce qu'il est maintenant. Et c'était en 90. Donc je suis rentré à l'école des inspecteurs de la police nationale à Canet-Cluse et j'ai fait un an d'école, après on partait en stage. Donc, et j'ai eu plusieurs affectations successives. Je ne suis pas quelqu'un qui va rester à sa place, toujours à la même place en fait, j'ai besoin de bouger. Donc dès qu'un service ne me plaisait plus, en général, je partais, ou une fois que j'avais fait le tour, tous les 5 ans en général, je bougeais. Donc j'ai connu beaucoup de services, le simple bureau de police, commissariat de police en région parisienne. Après je suis parti en province et j'ai fait quelques années en BRI, provincial. Ça n'a rien à voir avec la BRIPP, hein. C'est un travail d'observation et de filature. Et les interventions se font à l'extérieur, ce qu'on appelle en milieu ouvert. Et voilà, j'ai préparé, j'avais 42 ans, et j'ai préparé mes tests pour partir au RAID parce que c'était la finalité. Pour moi, donc j'ai eu un peu la chance, et je me suis donné aussi la chance d'avoir une carrière qui débute en bas de mon grade, puisque j'étais quand même officier, et j'ai jamais eu des hauts débats en fait, j'ai suivi une ligne montante. Donc bureau de police, commissariat, je suis passé en sûreté départementale, la BRI, qui est quand même le summum de la PJ, et pour finir par le RAID. Donc pour moi le compte est bon, quoi. C'est un peu pour compléter la carrière, pour compléter dignement, ouais. Exactement. Bien sûr. Dans ce métier, je pense qu'il y a quelque chose qui doit être primordial, c'est le mental. Ouais.
je pense même que le mental doit sûrement être supérieur au physique, en termes d'entraînement, ou comment est-ce que vous gérez ça? Comment est-ce que vous gérez ça justement? Alors, en fait, oui, ça se gère par l'expérience, ça se gère par le travail. En fait, c'est un travail de tous les jours. Effectivement, le mental doit être plus important que le physique, parce que le physique, tout le monde est capable de se faire, de se préparer à faire 150 pompes. Enfin voilà, ça c'est pas. Dire avec du travail, on y arrive tous. Le mental, en fait, quand on passe les sélections pour venir au raid, on a déjà le mental, donc le principe de base, c'est pas on nous dit, n'essaye pas de changer ton caractère, parce que de toute manière, avec la difficulté et toutes les épreuves que tu as passées, si tu te crées un personnage, à l'issue, au bout de quelques jours, le vrai caractère va ressortir. Oui, on va le remarquer, ça va. Donc, en fait, il faut déjà avoir le mental, et effectivement, le mental est beaucoup plus important, parce que le physique, si vous avez une limite, le mental va vous aider à dépasser cette limite. Et c'est ce que nous, en fait, on cherche au raid. Tous nos opérateurs doivent avoir un mental d'acier. C'est un peu fort ce que je dis, parce que ça veut tout et rien dire, mais effectivement, le mental, il est hyper important. C'est un peu comme les sportifs de haut niveau. On essaie de pousser le corps au maximum, et à la fin, sur les derniers 100 mètres, c'est le mental qui joue et qui prend le dessus. En général, on dit ça passe ou ça casse, mais pas chez nous. C'est ça passe. Voilà. Justement, comment est-ce que vous faites comment on fait pour bien gérer justement une situation, que ce soit une situation personnelle dans votre vie de tous les jours, ou même une situation professionnelle, dans ces gestions de crise justement, admettons, vous avez un cas de crise majeur, et comment est-ce qu'on fait justement pour dissocier le côté professionnel, le côté personnel? Ah bah, il se fait automatiquement. On peut avoir un caractère au niveau du boulot qu'on n'aura pas forcément à la maison. Ça n'a rien à voir. Au sein au sein de l'équipe, on est obligé d'avoir un caractère qui est fort, c'est comme il y a un travail, c'est le boss qui prend ses décisions. Et en fait, donc à la maison c'est différent. On peut pas comparer en fait. On peut pas comparer. On peut avoir des réflexions et des réactions au sein de la famille qu'on ne peut pas se permettre au travail, parce qu'on a des choses à demander et puis il faut qu'on arrive au bout. Et vice versa, c'est pareil. On a une attitude au boulot qui est plus du tout la même, qui peut ne pas être la même à la maison. Sinon après, au niveau de la gestion de la crise, au niveau du travail, en fait, c'est un travail de tous les jours, puisque à l'unité, on bosse beaucoup les entraînements, on a beaucoup d'entraînements, etc. Donc tout ça, ça se travaille. Et le truc, c'est qu'on n'est pas seul. Effectivement, le patron de l'antenne ou le patron du raid va prendre une décision finale, mais cette décision, elle va être choisie parmi tout le panel de décisions et de propositions par les chefs d'équipe ou voire les opérateurs. Et un gros travail aussi du négociateur. Le négociateur est quand même là, il fait un gros travail psychologique. Donc effectivement, lui, il est aussi primordial dans la décision que je vais prendre à l'issue. Justement, par rapport à ces différentes entre guillemets missions, ou alors ces différents aspects du métier que vous avez pu nous raconter, est-ce que vous avez une petite anecdote qui en ressort? Alors, une anecdote qui peut être croustillante ou pas, mais peu importe, petite anecdote. Alors, les anecdotes professionnelles, j'en ai, mais vous comprendrez que je ne peux pas les dire. Après, l'avantage de mon métier et de mon poste, c'est qu'il n'y a pas d'anecdote qui soit plus grosse que l'autre. Enfin, je veux dire, on a toujours quelque chose. Et effectivement, ce qui marque le plus avant d'arriver au raid, c'est nos sélections. Je ne vais pas vous refaire le système des sélections, ça dure plus de 6 mois entre le moment où le candidat s'inscrit aux sélections et le moment où il est affecté en unité, parce qu'en plus c'est pas fini, mais voilà, ce sont des sélections qui sont très dures et qui sont vraiment usantes, mentalement et physiquement, bien sûr. Et donc voilà, c'est les 6 mois de sélection qui font partie de
de mon anecdote à moi, de ce gros paquet d'anecdotes. Et l'anecdote pour moi, c'était que parmi tous les candidats qui passaient les sélections, j'étais le plus vieux, j'avais 42 ans, alors que ça tournait autour de 30-32 ans. Okay. Donc voilà, ça c'est mon anecdote à moi et je la partage. Qui vous a marqué. Ouais. Très bien. Dernière question, est-ce que vous auriez un conseil à donner à nos étudiants ? Ne jamais lâcher. C'est-à-dire qu'on n'abandonne pas. Il ne faut pas abandonner. Une fois qu'on a une idée en tête, on la suit coûte que coûte. Même si autour de soi, on vous dit ouais, ça ne marchera pas, ça c'est... j'ai pas dit de ne pas écouter les conseils. C'est juste, faut pas oublier qu'on est entouré de personnes qui sont jalouses. Et donc voilà, une fois qu'on s'est mis un truc en tête et qu'on est sûr de soi, faut y aller, il ne faut pas s'arrêter. Merci beaucoup. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, et donc si vous avez envie de suivre les différentes masterclass qu'on peut faire et qu'on vous propose, vous avez notre chaîne YouTube avec la playlist masterclass qui vous est proposée. Bonne journée à tous. Au revoir.